Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Vous écoutez un petit peu, vous avez écouté ce qu'on a raconté là, avec Mathieu Plan Absolument. juste avant sur au-delà du rapport, le rapport encore une fois sur le financement de Jean Pisani-Ferry remis à Elisabeth Borne sur le financement de la transition énergétique. C'est 35 milliards d'euros par an qu'il faudra trouver d'argent public et comment on finance ça via de la dette. C'est non pour Bruno Le Maire, via plus d'impôts, notamment sur les patrimoines financiers les plus aisés, des plus aisés, c'est niette. Comment on boucle tout ça là? Si on avait le taux d'épargne, le taux d'emploi des pays qui ont un taux d'emploi élevé, l'Allemagne, les pays nordiques, le Canada, le problème serait complètement réglé. On aurait, si on fait les calculs, on aurait 4 points de PIB de recettes fiscales. Donc, s'il y a plus de gens qui travaillent. S'il y a plus de gens qui travaillent. Et donc, il ne faut pas ignorer cette piste. Cette piste ne concerne pas que l'allongement de l'âge de la retraite. Cette piste concerne surtout le taux d'emploi des jeunes, des jeunes de 20 à 29 ans. Si on prend les jeunes de 20 à 24 ans en France, ils ont un taux d'emploi qui est 30 points plus bas que le taux d'emploi des jeunes de même âge, des pays où il y a un taux d'emploi des jeunes élevé. Et donc, si on accélérait l'entrée des jeunes sur la vie active, si on améliorait l'efficacité du système éducatif, si on avait moins de jeunes qui sortaient du système éducatif, sans aucune qualification et qui peinent énormément à trouver un emploi. On ne résout pas tout le problème. Si on a 4 points de PIB de recettes fiscales en plus, on peut payer toutes les dépenses de transition énergétique sans augmenter les impôts. Et donc, je crois que le vrai problème de la France, c'est la faiblesse du niveau des recettes fiscales, mais parce que le taux d'emploi est faible. On peut faire un autre calcul. La pression fiscale en France est nettement supérieure à celle de l'Allemagne, par exemple. Si on avait le taux d'emploi des Allemands, on aurait la même pression fiscale que les Allemands. Et donc, le problème majeur de la France, c'est qu'il y a peu de gens au travail. Il y a 8 à 10 points de déficit de taux d'emploi en France. Et donc, je pense que c'est la piste numéro 1 qu'il faut utiliser. Et effectivement, il y a des politiques publiques qui ont été assez efficaces. Il y a la réforme de l'apprentissage, par exemple, qui a créé pratiquement 1 million d'emplois. Mais qui a fait baisser la productivité de la France. Oui, mais c'est transitoire. Ouais. La productivité baisse parce que mécaniquement, les apprentis travaillent à mi-temps, etc., ne sont pas très productifs initialement. Mais progressivement, ça dopera la productivité. Il y a encore de la marge sur l'apprentissage ? On est quand on est à 800 000, j'ai plus le chiffre. On est presque à 1 million et oui, enfin, si on était comme les Allemands, il y aurait 200 000, 300 000 apprentis de plus. Mais enfin, on a fait le gros du travail. Mais il y a le lycée professionnel, il y a la réforme du lycée professionnel des études techniques qui est extrêmement important. Donc il faut faire tous les efforts qu'on peut pour faire monter le taux d'emploi. Nous sommes en face d'une situation qu'on a connue qu'après la Seconde Guerre mondiale. On va détruire énormément de capital, on va détruire tout le capital qui émet du carbone. Pour le remplacer. Pour le remplacer par du capital neuf. Mais on aura un stock de capital qui sera équivalent. On aura le même stock de capital, mais on aura du capital vert et au lieu du capital brun. Et ça pour 3 ou peut-être même 4 points de PIB d'investissement supplémentaires par an pendant 30 ans. Il faut faire cet investissement, il n'y a pas le choix, les désordres climatiques s'accélèrent. Et il y a ceux qui disent que la France, ça pèse 2%, 3% des émissions de CO2 dans le monde et que faire tout ce boulot-là alors que le reste du monde n'est pas aussi... Les Américains en réalité font ce travail, les Chinois en réalité font beaucoup d'investissements de transition énergétique, les Indiens s'y mettent un peu... Enfin, on ne peut pas être en retard sur les autres pays. Donc, il va falloir faire ces investissements. Et donc, le problème, c'est un problème de ressources d'épargne. Il faut trouver de l'épargne pour mettre en face de ces investissements, pour financer ces suppléments d'investissement. Et alors, on manque de ressources d'épargne. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a une piste qui est de la facilité, qui est de monter les impôts, quels que soient les impôts. Je crois que c'est une piste de facilité. Il y a une piste que je viens d'évoquer qui est de faire des politiques de l'emploi pour augmenter le taux d'emploi. Il y a une marge de manœuvre, il y a des degrés de liberté considérables. Ce gouvernement n'en a pas fait, en tout cas, depuis qu'il est Oui, si, mais le taux d'emploi augmente. Mais enfin, à nouveau, on a toujours 8 à 10 points de handicap. On est à combien aujourd'hui par rapport à ce qu'on était en 2017 On est à 68% de taux d'emploi et on a monté de 3 points, je crois, depuis 2017. Mais les Allemands sont à 76, les Suédois à 78. Enfin, on a 8 à 10 points de handicap.
Et puis, il y a le problème de l'arrêt de la productivité. Alors, j'ai fait une étude récemment qui montre que la productivité, quand on compare les pays de l'OCDE, est très corrélée à l'effort de recherche-développement, à l'investissement dans les nouvelles technologies, aux compétences de la population active, à la robotisation. Et on sait en particulier que les entreprises françaises sont peu robotisées. Il y a 3 fois moins de robots par salarié de l'industrie qu'en Corée, par exemple. Et donc, il y a plein de pistes. Il ne faut pas utiliser une seule des pistes. Il y a plein de pistes pour générer ce supplément d'épargne. Si on a plus de revenus, on aura plus d'épargne. Et donc, on pourra financer les investissements de transition. Il y a plein de pistes pour générer ce supplément d'épargne dont on a absolument besoin. Et alors, l'autre remarque, ce n'est pas le moment d'utiliser l'argent public pour stimuler la consommation des ménages. Alors c'est un message qui est pas très populaire. Qui n'est pas très bien passé oui. Dans les plus hautes sphères. Oui, mais l'argent public ou l'argent privé, d'ailleurs l'argent des entreprises, doit être essentiellement utilisé pour financer les investissements de transition énergétique. À nouveau, on est en 1945. Le capital est détruit, il faut le remplacer. La priorité numéro 1, c'est de remplacer le capital. Et donc, on vivra mieux après. Enfin, nos enfants vivront mieux après. Parce que dans 20 ans, on aura un capital tout neuf et qui sera à peu près gratuit. Le coût de l'énergie dans 20 ans sera extraordinairement bas parce qu'on aura amorti ce capital. Les énergies renouvelables, c'est un coût d'investissement. Vous construisez un champ d'éoliennes offshore, vous avez beaucoup d'investissements, mais le coût de production de l'électricité est extrêmement faible. Après, il faut le stocker. Il faut le stocker, il faut le distribuer. Mais vous produisez une énergie extraordinairement bon marché. Et simplement, il faut amortir des nouveaux équipements. Mais intermittente aussi. C'est pas vous que je vais la prendre. Oui, mais à nouveau, les électrolyseurs, ça s'amortit, les piles à combustible, ça s'amortit. Enfin, je veux dire, et donc, quand on sera en régime de croisière, on aura un avantage compétitif sur les pays qui n'ont pas fait la transition énergétique. On va avoir une énergie chère pendant un moment. À quel horizon on aura une énergie pas chère? 20 ans, 30 ans. 20 ans, 30 ans. Donc dans 20 ans, 30 ans, on aura une énergie? On en aura une énergie moins chère que les énergies fossiles parce que le vent et le soleil, c'est gratuit. Quoi, je veux dire. Mais simplement, c'est un coût du capital à accumuler. Il faut investir, il faut amortir ce capital. Et il faudra aussi une contribution des entreprises, parce que les entreprises vont faire ces investissements. Prenez la sidérurgie européenne, elle va passer du coke, du charbon à l'hydrogène comme source d'énergie. Elle produira la même quantité d'acier, et ces investissements, ils n'ont pas de rentabilité financière. Ils ont une énorme rentabilité climatique, mais ils n'ont pas de rentabilité financière. Donc aussi, pas à court terme, dans la durée. Ils évitent une catastrophe climatique, mais enfin, c'est difficile à chiffrer. Mais d'un point de vue strictement financier, le directeur financier de l'entreprise va acheter des équipements qu'ils font passer à l'hydrogène sans avoir de retour sur investissement financier. Il y aura un retour collectif sur ces investissements. Et donc, d'abord, c'est légitime déjà que l'État subventionne ces investissements, parce que le bénéficiaire, c'est la collectivité de ces investissements. Et ensuite, il va falloir que les entreprises acceptent une baisse de leur rentabilité, parce qu'elles vont faire plein d'investissements de rentabilité strictement financière très faible. Et donc, il y aura une contribution aussi des entreprises à attendre au financement de la transition, avec une baisse de la rentabilité et des profits qui n'auront pas de rentabilité directe individuelle pour l'entreprise. Patrick, il faut qu'on parle aussi des matières premières, parce qu'on a eu le rapport Cyclope qui a été publié hier sur les matières premières, qui nous dit qu'en gros, l'accalmie sur les commodités, comme on dit, pourrait n'être que temporaire. Alors, ça dépend des commodités. Alors, y a Sur pas... le pétrole, on est autour de 75 $. Ça peut durer Alors, le pétrole, c'est une matière première assez bizarre, puisque l'OPEP a reconstitué un cartel assez solide qui gère la production pour obtenir un prix autour de 80 $ le baril. C'est-à-dire un prix suffisamment rémunérateur, mais pas dangereux au prix où déclencherait des grands investissements du Canada ou des États-Unis dans le pétrole ou le gaz de schiste. Et donc, je crois que le pétrole va avoir un prix relativement stable, à ce niveau modérément élevé dans le futur. L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est les matières premières nécessaires à la transition énergétique, par exemple le lithium. Tout ce qui est métaux stratégiques. Le lithium, voilà. Lithium, cobalt, nickel. Alors, le cobalt, pour l'instant, n'est pas cher parce qu'il y a des ressources importantes. Le nickel, etc. Le lithium a son prix qui a été multiplié par 10 en 2 ans. Bon, mais alors, il y aura une réponse. Il y aura beaucoup d'investissements miniers.
y compris en Europe, y compris en France. Hein. Il y a des mines de lithium qui s'ouvrent en France, avec une technologie beaucoup plus propre que la technologie qui est utilisée. Qui n'est pas propre, mais qui est beaucoup plus propre. Mais qui est plus économe en eau, qui est moins destructrice du paysage, parce que c'est du souterrain, c'est pas des mines ouvertes, etc. Et puis, il y aura du recyclage. Oui. On va recycler le contenu des batteries. Alors, mais pour l'instant, on est en régime de croissance très rapide. Oui. Bon. Juste un petit mot de la conjoncture macroéconomique. Qu'est-ce que suggèrent les derniers indicateurs macro en Europe, aux États-Unis? Est-ce que ça freine toujours? Est-ce que la récession soft, ça reste toujours le scénario le plus probable? Alors, l'Europe est différente des États-Unis. En Europe, alors, États-Unis et Europe, il y a un phénomène commun, c'est que les services résistent nettement mieux que l'industrie, quand on regarde les indicateurs. Aux États-Unis, on va être en croissance autour de zéro au deuxième et au troisième trimestre probablement. On va être en croissance légère. On est à 1 aujourd'hui. Alors on est à 1 point, je crois, sur le premier trimestre, mais on va être autour de 0 sur le deuxième et le troisième trimestre, parce qu'il s'est ajouté à la situation du premier trimestre le credit crunch, enfin les restrictions de financement. Le credit crunch, la restriction de la distribution de crédit par les banques concernait déjà tous les crédits immobiliers des ménages aux États-Unis ou en Europe. La crise bancaire aux États-Unis a fait naître une restriction du crédit aux entreprises assez forte aux États-Unis et on commence à voir des indications que ça ralentit l'investissement des entreprises. Donc aux États-Unis, récession. Aux États-Unis, alors pas soft, récession, mais. Enfin, croissance zéro, quoi. Mais croissance 0,5, 0,6 sur l'année, quoi, je veux dire. C'est pas dramatique. C'est pas dramatique et alors, probablement, avec très peu d'effets négatifs sur l'emploi. Parce que même s'il n'y a que 0,5 de croissance aux États-Unis, la productivité décroît. Donc on va continuer à créer à peu près 1% de hausse de l'emploi aux États-Unis, ce qui est plus rapide que la croissance de la population en âge de travailler. Donc je ne crois pas qu'on aura une grosse détente du marché du travail, même aux États-Unis. Et en Europe, ce qui ne fera pas l'affaire de la Fed. En Europe, un petit pourcent de croissance, 0,8, 0,9% de croissance. Une conjoncture un peu meilleure qu'aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de crise bancaire, donc il y aura moins de restrictions du crédit aux entreprises. Bon, mais ce n'est pas une bonne année, mais ce n'est pas une année catastrophique. Et ça doit aussi beaucoup au soutien par les dépenses publiques et au fait que les entreprises sont extrêmement profitables. Les taux de marge des entreprises sont très élevés, donc il n'y a pas de catastrophe à attendre du côté des investissements des entreprises. Ils seront freinés parce qu'il y aura moins de crédit, mais il y a un niveau d'investissement et il y a des besoins d'investissement des entreprises très élevés. Ouais, la Fed, on en parle, qui pourrait augmenter de 50 points de base ses taux d'intérêt cette année. C'est ce qu'a dit James Bullard, qui est le patron de la Fed de Saint-Louis. Est-ce que c'est crédible? Parce que la pause semblait quand même l'option retenue la plus probable après cette dernière hausse de 25 points de base début mai. Moi, je regarde une inflation particulière aux États-Unis et qui est l'inflation hors énergie, hors alimentation et hors loyer. Vous savez que les statisticiens américains incluent les loyers fictifs payés par les propriétaires de leur logement dans l'indice des prix. Ça fait un poids des loyers dans l'inflation sous-jacente qui est de plus de 35%. C'est absolument considérable. Donc la Fed elle-même regarde cette inflation vraiment dépouillée. Et alors ça donne quoi? Et alors on est à 3,6, 3,7. Et donc pas besoin d'augmenter. Et donc on est à 5,25 sur les taux d'intérêt. Donc on a des taux d'intérêt réels. Négatifs. Et les loyers vont beaucoup ralentir parce que les loyers sont corrélés avec les prix de l'immobilier, mais avec au moins un an de retard. Donc on attend une décrue des loyers très forte au deuxième semestre aux États-Unis. Donc je crois que 5,25 est à peu près raisonnable comme taux d'intérêt aux États-Unis. Donc pour faire revenir l'inflation à 2, il n'y aura pas besoin d'aller... Alors 2, c'est ambitieux, mais peut-être que la Réserve fédérale se contentera de 2,8. C'est vrai? Oui, parce qu'ils ne sont pas à cran sur l'inflation comme la... Et nous? Alors, en Europe, il y a beaucoup d'inflation. Alors, 7 au total et 5 et quelques en sous-jacent. Mais alors, l'inflation hors énergie, hors alimentation, les loyers en Europe, ça n'augmente pas, enfin, augmente très peu. Hors énergie et alimentation, on est à 7,3 au mois d'avril, 7,3%. En sous-jacent? Hors énergie, hors alimentation. Cette version de l'inflation sous-jacente, on est à 7,3%, on était à 7,5% au mois de mars. Et donc, il y a beaucoup d'inflation en Europe, parce qu'en Europe, on est en régime d'excès de demande. Il y a une enquête extraordinairement intéressante qui est publiée par l'Eurostat, les statisticiens européens, qui est les causes déclarées par les entreprises pour lesquelles elles ne peuvent pas produire suffisamment.
traditionnellement, c'était l'insuffisance de la demande. En 2018, les entreprises disent toutes, on n'a pas assez de demandes, si on avait plus de demandes, on produirait plus. Ça s'arrête complètement. Depuis 2018, c'est l'insuffisance des équipements disponibles et les difficultés de recrutement. L'insuffisance de la demande ne joue plus aucun rôle pour expliquer que le fait que les entreprises... Et donc Eh ben, ça veut dire que nous sommes en régime d'excès de demande. C'est-à-dire il y a trop de demandes. Ouais. On est en régime d'insuffisance de la demande. Il y a trop de demandes. On n'a pas assez d'offres de biens. Donc ça soutient l'inflation. Et on n'a pas assez d'offres de biens, on n'a pas assez d'équipements, on n'a pas assez investi, on n'a pas assez de main-d'œuvre, on a des difficultés de recrutement. Et donc l'inflation européenne sera beaucoup plus résistante que ce qu'on attend d'habitude. Moi, je doute que l'inflation, cette version de l'inflation, hein, hors énergie et alimentation, tombe en dessous de 5% à la fin de l'année. Bon, il faut avant de se quitter, Patrick, on parle du psychodrame qui commence. Pour le coup, les marchés sont contre-fichés. Et depuis 3 jours, on a 3 jours de baisse sur la bourse de Paris. On est à 5250 points. Le problème, c'est que ça n'avance pas trop, encore une fois, avec entre républicains et démocrates. Est-ce que vous y croyez, un défaut le 1er juin de la dette des Américains sur leur dette souveraine? D'abord, si Janet Yellen est prudente, elle a dit le 1er juin en sachant qu'elle pouvait tenir plus longtemps. Donc, première remarque. Ensuite, c'est une question d'effet sur les marchés, en particulier l'effet. L'opinion américaine n'acceptera pas que le monde politique fasse effondrer la bourse. C'est les retraites, c'est la valeur des... Bon. Et donc, je crois que la limite de cet exercice de conflit entre les républicains et les démocrates sera atteinte quand la bourse américaine aura baissé de 5-10%. Et à ce moment-là, ça forcera à trouver une solution de compromis. Hein, parce que les Américains globalement, ne peuvent pas accepter que le monde politique fasse chuter la valeur de leurs économies, la valeur de leurs retraites, etc. Et donc, probablement, ça se résoudra. Mais il ne faut quand même pas penser l'impensable et imaginer encore une fois que ça peut arriver avec toutes les conséquences derrière, où on exclut... D'abord, la Réserve fédérale peut émettre de la dette courte. Et donc, on peut financer les dépenses publiques, et même on peut créer de la monnaie. Donc, on peut financer monétairement la dépense publique. Ça sera un peu contradictoire avec... Oui, mais en fait, déjà, le bilan de la Réserve fédérale a remonté depuis la crise bancaire de 400 milliards de dollars. Donc, la Réserve fédérale pourrait financer les dépenses publiques, mais on est en créant de la monnaie, et donc il n'y a pas besoin d'émettre des obligations. Donc, ça donne une marge de manœuvre. Et bon, je crois qu'il y aura un compromis. Donc vous ne croyez pas au scénario du pire? Non, je ne crois pas. Mais il y aura un compromis, on va arrêter les pendules et il y aura un compromis quand tous les hommes politiques comprendront qu'un défaut sur la dette publique des États-Unis, c'est extraordinairement impopulaire et que ça leur nuit considérablement aussi bien aux républicains qu'aux démocrates. Bon, donc quelque part c'est une opportunité aujourd'hui d'achat, d'avoir des marchés qui ont baissé, des marchés boursiers qui ont baissé 3-4%. Là. Oui, et puis quand vous regardez les taux d'intérêt à 2 ans, par exemple aux États-Unis, ils ont considérablement augmenté. Ouais. Donc, oui, il y a plein d'opportunités d'achat parce que c'est pas crédible, si vous voulez, c'est un événement non crédible, le défaut des États-Unis sur leur dette, quoi, je veux dire. Donc, en gros, ça peut pas arriver, quoi. Je veux dire, aucun homme politique ne pourra assumer le défaut des États-Unis sur sa dette. Donc, donc il y a des opportunités où ça en ce moment alors? Sur les taux d'intérêt assez courts, quoi. Je veux dire, il y a des hausses de taux d'intérêt à court. Il faut regarder la courbe du 2 ans américain, ou même du 1 mois, même le 1 mois américain. Le 1 mois, le 3 mois, enfin, je veux dire, ça serait extraordinairement élevé. Mais enfin, si vous investissez à 2 ans aux États-Unis, probablement, vous faites l'affaire du siècle, quoi. Je veux dire. On a combien sur les taux à 2 ans? Je sais pas vous dire ça par cœur, mais je crois qu'ils ont pris 150 points de base dans les quelques derniers jours. Bon, merci beaucoup. Merci. Entretien donc avec l'économiste Patrick Artus. Merci beaucoup, Patrick. Merci, David. Salut.